faire un petit tour du monde, comme d'habitude, et je vais vous emmener dans différents pays. On ira aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, on ira en Chine, on ira un petit peu aux États-Unis, on ira au Brésil, voilà, pas mal en Asie. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur l'Asie aujourd'hui. Voilà, mais avant d'en venir là, je vais vous faire un mini tour d'horizon en très bref, avec quelques infos très courtes. Qu'on vient d'apprendre? On vient d'apprendre que la FIFA, vous voyez, la FIFA, c'est ce qui gère le football mondial quasiment. Et le football, c'est important, hein, c'est quand même le sport le plus pratiqué sur la planète. Donc c'est le sport le plus populaire. Donc c'est très important. C'est un peu comme la guitare en musique, quoi. C'est des trucs qui pèsent. Donc la FIFA, eh bien la FIFA va imposer un congé maternité pour les footballeuses d'au moins 14 semaines. Agnès est super contente. Dont 8 après la naissance, 8 semaines après la naissance. Ce congé sera rémunéré au minimum des 2 tiers du salaire contractuel pour la joueuse. Pourquoi? Parce que voilà, il y a une féminisation du sport professionnel et du sport de très haut niveau, et c'est très bien. Ça participe de cet effondrement du patriarcat dont j'essaie de rendre compte dans ces chroniques. Et donc la FIFA se prononce pour forcer les clubs à accompagner les femmes dans leur désir d'enfant, dans leur grossesse et tout ça. Alors évidemment, toutes les femmes et toutes les footballeuses ne sont pas forcées de faire des enfants. Chaque femme fait ce qu'elle veut par rapport à cette question. Une femme n'est pas obligée d'être une maman. Mais en tout cas, si elle en a envie, eh bien, elle pourra le faire maintenant et continuer à pratiquer son sport à très haut niveau parce que le club sera donc obligé de lui fournir un congé, mais aussi de l'accompagner dans sa réintégration ensuite pour retrouver son niveau avec un soutien médical et physique approprié. Voilà, ce ne sera plus négociable. La FIFA s'est prononcée sur ce point. Sinon, on a appris aujourd'hui aussi cette semaine que la consommation d'antibiotiques dans les élevages pour les animaux avait légèrement baissé et qu'elle allait peut-être se stabiliser. Alors c'est une bonne nouvelle. Voilà, j'essaie de rendre compte des bonnes nouvelles. On a entendu ça à la radio. Par contre, mauvaise nouvelle, qui est assez peu dite, hélas, quand on s'intéresse à cette question des antibiotiques pour les animaux, c'est que la consommation d'antibiotiques pour les animaux continue d'augmenter pour ce qui est des chats et des chiens, pour les animaux domestiques. Donc je sais bien que vous aimez caresser vos petites bêtes à poil, que voilà, c'est très adorable d'avoir un petit chien, un petit chat, mais sachez que c'est une source majeure, non seulement de destruction de l'écosystème pour ce qui est des chats, puisque les chats détruisent les insectes et les oiseaux, c'est aussi une cause d'élevage intensif. C'est un grand paradoxe de voir tant de véganes qui ont des chats et parfois des chiens, parce que les chats, ils ne mangent pas que des fleurs. Les chats, il faut que d'autres animaux soient maltraités dans des élevages terribles pour pouvoir donner à manger à votre petit chat et après vous nous fassiez des petites photos et des petites vidéos sur Facebook. Mais aussi, les chats et les chiens consomment beaucoup d'antibiotiques et participent grandement de cette adaptation des bactéries de cette antibiorésistance qui est un danger majeur auquel est exposée l'humanité, tout comme les virus. C'est l'antibiorésistance. Voilà, donc il faut arrêter d'avoir comme ça autant de... Bon, bref, je passe à autre chose. La Moldavie, je vous ferai une fois une spéciale chat peut-être. Mais bon, la Moldavie. Alors en Moldavie, il y a eu des élections. On revient sur un peu la question des élections. La Moldavie, c'est où? C'est en Europe centrale, c'est sur la mer Noire. La mer Noire, apparemment, c'est magnifique, c'est un peu la Méditerranée du cœur de l'Europe. C'est au sud de l'Ukraine. Et la question, grosso modo, de ces élections, si on résume, à ma façon un peu toujours caricaturale, comme vous le savez, c'était de choisir entre d'un côté le candidat qui était pro-Poutine, le candidat installé par Poutine, donc pro-russe, et de l'autre côté, une femme, déjà une femme, et qui est pro-Europe et un peu pro-droit de l'homme. Et résultat de ces élections, c'est la femme qui a gagné. Donc voilà, Poutine s'est pris un petit revers là-bas, il y a l'Ukraine juste à côté. Donc voilà, c'est important parce que c'est sur la mer Noire. Bon, ça reste des élections, et puis d'abord, on n'est pas non plus pro-Union européenne. Mais voilà, il s'agissait de le préciser tout de même. Ensuite, tiens, en ultra bref, je ne sais pas si vous savez, mais à Paris, les éboueurs sont en grève. Les éboueurs et les égoutiers sont en grève parce qu'ils ont été en première ligne pendant toute la vague du coronavirus et qui continue encore aujourd'hui. Et c'est quand même terrible que ces gens qui font un travail qui est vraiment vital pour l'organisation de nos villes, eh bien, aient besoin de se mettre en grève et besoin de s'arrêter pour obtenir des revendications. Ça, c'est quand même un des trucs les plus effrayants du monde dans lequel on vit. C'est que tout le monde se rend assez compte que c'est un travail difficile qui est quand même pas super sympa. On pourrait au moins donner raison à leurs revendications. Ça serait quand même le minimum déjà qu'ils le font
de ramasser nos ordures, ce serait le minimum d'accéder à leurs revendications. Et ben non, il faut quand même qu'ils se mettent en grève, il faut quand même qu'ils se battent. Mais heureusement, ils savent le faire, ils sont quand même bien organisés du point de vue syndical et ils ont une capacité de nuisance qui est très réelle. Donc j'espère qu'ils vont gagner, en tout cas, solidarité avec les éboueurs et les égoutiers de la ville de Paris qui sont actuellement en grève. Élection toujours. Il y a eu un référendum dans le Nevada aux États-Unis. Ce référendum était organisé en marge de l'élection présidentielle donc, qui a fait perdre Trump. Comme c'est l'usage aux États-Unis, ils font souvent plusieurs élections en même temps là-bas. Comme ça, bah, c'est plus logique, c'est plus économique, c'est peut-être même plus écologique d'en faire plusieurs d'un coup. Et donc il y avait un référendum là-bas qui portait sur la question du mariage homosexuel, sur la reconnaissance du mariage homosexuel dans la Constitution. Et eh bien, ça a été oui à 62%. Voilà, d'après les résultats définitifs qui sont tombés cette semaine. Et donc cette décision fait du Nevada, ce grand État des États-Unis, le premier État américain à reconnaître et à protéger le mariage homosexuel à l'intérieur de sa Constitution. Voilà, donc encore une petite goutte dans ce verre qui est certes assez vide, mais que j'essaie de rendre à moitié plein. J'essaie de remplir d'optimisme, de petites bonnes nouvelles. Je passe ma semaine à essayer de trouver des bonnes nouvelles à vous raconter, des petites éclaircies, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc évidemment, aujourd'hui, je ne vais pas, encore une fois, vous parler de ce dont on entend parler tout le temps, à savoir du Black Friday, tout ça. Ne comptez pas sur moi pour vous parler de ça. Pourquoi? Parce que c'est pas que j'en pense rien, mais je pense que qu'on en entend assez parler et que vous n'avez pas besoin de moi pour y réfléchir. Donc moi, j'essaie d'apporter des éclairages sur d'autres choses, sur des choses un petit peu euh, un peu plus rares. Puisqu'on parle des États-Unis d'ailleurs, euh, donc où il y a eu la reconnaissance du mariage homosexuel qui va rentrer dans la Constitution du Nevada pour la première fois. Aux États-Unis, Biden, donc le nouveau président, Joe Biden, fraîchement élu, enfin c'est pas encore complètement vérifié, mais c'est quasi sûr, eh bien, il est en train de préparer son gouvernement. Or, eh bien, il va proposer sans doute un gouvernement historique. Je vous avais déjà expliqué que Kamala Harris, qui est devenue un peu la superstar aux États-Unis depuis que Biden a été élu, et donc que c'était important puisque c'était une femme, c'était une femme vice-présidente et quasiment présidente vu l'âge du président, qu'elle était en plus métisse. Non seulement elle est métisse dans le sens où elle est noire et quelque chose d'autre, mais surtout noire et quelque chose d'autre qui vient d'Asie, c'est-à-dire que sa mère est indienne, enfin était indienne puisqu'elle est décédée. Donc ce n'est pas rien. En plus, je ne l'avais pas dit la dernière fois, mais son papa, Kamala Harris, donc la vice-présidente des États-Unis, son papa, il est jamaïcain. Et la Jamaïque, c'est pas rien. C'est pas juste la terre de Bob Marley, ce qui est déjà très important, puisque la musique de Bob Marley a fait le tour de la planète et n'a pas fini de faire le tour de la planète, ce qui participe de cet universalisme, à mon avis, global. Mais la Jamaïque aussi, c'est important dans l'histoire du continent américain, puisque c'était un peu la terre où se réfugiaient des esclaves qui s'étaient libérés. C'est une terre d'insurrection, c'est une terre de révolte, c'est la terre des esclaves insoumis, un petit peu. C'est pour ça qu'il y a toujours eu une très forte électricité politique en Jamaïque, et donc elle a un papa qui est jamaïcain. Voilà, c'est pas rien. Donc, le futur gouvernement de Joe Biden, ce sera un gouvernement qui sera mixte et féminisé. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'on aura autant de personnes de couleur et de toutes les couleurs, hein, pas juste. Enfin, voilà, les couleurs se mélangent. À la fin, j'espère que dans 30 ans, quand je ferai cette chronique, ben, on ne saura plus dire quelle couleur de qui, de quoi. Ça n'aura plus aucun sens de parler des origines d'un tel, peut-être plus que 30 ans, dans 70 ans, on va dire, puisque tout le monde sera déjà mélangé. Et aux États-Unis, comme par exemple au Brésil, c'est de plus en plus le cas. Il y a des pays comme ça, comme le Brésil, ou comme Madagascar, ou comme la Réunion, où on ne sait plus les origines des gens, où les gens sont des métis de toute façon, ça n'a plus aucun sens de dire quelle origine de qui, de quoi, parce qu'à la troisième génération, par exemple à la Réunion ou à Madagascar, il y a tellement d'Indiens, de Pakistanais, de Chinois, de descendants d'Africains et de descendants d'Européens que ça n'a plus aucun sens d'en parler. Donc aux États-Unis, dans le futur gouvernement, il va y avoir un nombre inédit de métis, de gens de toutes les couleurs, d'origine indienne, indigène, mais aussi d'origine noire, issue des Afro-Américains. Mais aussi, il y a des Coréens, il y a aussi des Japonais, il y a beaucoup d'Indiens aussi aux États-Unis. Bref, un mélange ethnique et un nombre inédit de femmes. Avec même, à noter, possiblement à la défense donc c'est l'armée, une sénatrice qui s'appelle Tammy Duckworth, qui est une ancienne militaire d'origine asiatique, et surtout, en plus, elle a perdu ses deux jambes en Irak. Voilà, donc on aurait peut-être une femme à la tête de la défense, asiatique, et en plus handicapée. Voilà, ça veut dire que les choses évoluent un peu. Agnès, moi j'ai super chaud, est-ce que tu veux bien
Baissez le chauffage, s'il te plaît. Merci, c'est gentil. Vous voyez, on est en direct. Alors voilà, ça c'était pour les petites infos en ultra bref. Vous voyez, quand je fais ultra bref, c'est déjà. Alors maintenant, on arrive sur le gros de cette première partie d'émission. On fera une petite pause musicale et une petite pause avec Agnès tout à l'heure. Et le gros de cette première partie nous emmène en Asie. On fait cap sur l'Asie aujourd'hui. Aujourd'hui même, d'ailleurs, donc des étudiants défient la loi sécurité nationale à Hong Kong en manifestant. Et ils ont fait une manifestation aujourd'hui même à Hong Kong et une manifestation qui était masquée. Ce qui est un truc de fou, parce que Hong Kong, hélas, ça c'est vraiment le verre à moitié vide. C'est vraiment le trou dans ce verre que j'essaie de remplir tout doucement avec des gouttes positives. C'est que Hong Kong, bah, c'est la tendance complètement inverse de ce que j'essaie de raconter. J'essaie de parler d'une libération de l'humanité et à Hong Kong, la répression de la Chine a bien fonctionné, se poursuit avec la complicité silencieuse de la communauté internationale. Et il y a même eu d'anciens députés qui se sont fait arrêter parce qu'ils avaient participé aux manifestations. Voilà, il y a quelques semaines, ils se sont fait arrêter. Pour autant, les jeunes hongkongais continuent à se mettre gravement en danger. Politiquement, ils risquent une répression féroce de la part du régime de Pékin. Et ils ont continué, ils ont fait une manif aujourd'hui, une manif masquée. Voilà, pensez pour eux. Mais sinon, globalement, c'est un peu triste. Ce qui se passe à Hong Kong, c'est plutôt une grande défaite pour le camp de la liberté. Mais pour équilibrer un petit peu par rapport à cette défaite que représente Hong Kong, en Asie toujours, on assiste à une véritable fronde des Sud-Coréennes. Décidément, cette année, je parle beaucoup de la Corée du Sud. Vous vous rappelez que j'ai parlé de l'analyse du phénomène K-pop, voilà, pour pointer encore une fois la dimension métisse et la dimension un peu anti-patriarcale de ces groupes de musique, même si c'est à relativiser. Donc voilà, d'ailleurs, à propos du groupe de K-pop BTS, le groupe historique de ce style de musique, nouvelle information du jour, c'est que ce groupe va donner un concert en ligne le 31 décembre de cette année, qui sera certainement le plus grand concert en ligne de l'histoire humaine. Comme quoi, c'était vraiment important de s'intéresser à ce phénomène qu'est la K-pop. Sachez aussi que si j'en parle de la K-pop, c'est parce que les ados d'aujourd'hui, ce sont les adultes de demain, et c'est eux qui feront le monde, elles et eux qui feront le monde. Donc c'est important de regarder qu'est-ce qui constitue leur culture, qu'est-ce qui constitue leur imaginaire, sur quel rythme ils dansent et tout ça. En Corée, donc, comme expliqué dans de précédentes chroniques, que vous pouvez retrouver en ligne d'ailleurs, n'hésitez pas à les chercher, j'avais fait une chronique notamment sur le Japon, où je parlais de la difficulté du féminisme au Japon, où j'essayais d'être à contre-pied de l'image plutôt cool qu'on a du Japon. Hein, vous savez, on mange des sushis, on dit ah, le Japon c'est chouette. Sauf que le Japon, pour les femmes, c'est affreux. Le Japon, c'est un pays ultra réactionnaire, ultra raciste, d'un point de vue sociétal. Alors, pas tout le monde, il y a plein de gens bien, on a plein d'amis au Japon. Mais c'est pas du tout l'Eldorado qu'on imagine. On a tendance à idéaliser comme ça des trucs, comme le Japon c'est cool, l'Inde c'est chouette. Ben non, l'Inde c'est pas chouette pour les gens qui habitent là-bas. Parce qu'en Inde, il y a quand même la moitié de la population qui ne mange pas à sa faim, ce qui est sans doute un des records de. Voilà, il n'y a aucun pays où. Enfin, aussi, il y a d'autres pays très pauvres, mais il y a 600 millions de personnes qui meurent de faim, enfin, qui n'ont pas assez à manger en Inde. Bref, revenons en Asie. Donc, le Japon, c'est pas si idyllique que ça, puisqu'il avait été. Voilà, puisque la question des femmes est très compliquée dans ces pays-là. J'avais donc expliqué dans de précédentes chroniques que la vague MeToo a été un tsunami sociétal en Asie, au moins autant qu'aux États-Unis et en Europe. Donc en Corée aussi. Corée du Sud, je rappelle, Corée du Sud, Séoul, Samsung, voilà, comme ça vous regardez ce que vous avez entre les mains et ça vous permet de faire le lien. Donc, pour rappel, à l'été 2018, il y a 2 ans, les plus importantes manifestations féministes de toute l'histoire du pays coréen s'étaient déroulées à Séoul. Au cri de, les femmes criaient comme slogan, ma vie n'est pas ton film porno. Oui, parce que là-bas, en Corée du Sud, les femmes ont un problème assez important qui est la prolifération de caméras espions. Alors, c'est un petit peu comme dans les pays arabes, c'est-à-dire que ce sont des pays où il y a une très forte répression dans les mœurs, une très forte répression sexuelle. Là-bas, la sexualité est un tabou majeur. À chaque fois qu'on fait ça, vu que la sexualité, bah, ça fait partie de notre existence, c'est physiologiquement, les pulsions sexuelles font partie de notre physiologie, on ne peut pas réprimer la sexualité. Donc, comme dans les pays arabes, quand on empêche la sexualité de s'exprimer dans la société, en réprimant, en faisant un tabou, ça ressort autrement, ça rejaillit autrement de façon secrète et souvent ultra violente. C'est le cas aussi en Inde ou au Pakistan. Et donc en Corée du Sud, ça rejaillit par le fait que ben, les hommes installent un peu partout, dans les toilettes par exemple des collèges, des lycées, mais aussi ils utilisent des dispositifs qu'ils posent dans leur sac, par exemple un sac de marché à ses pieds dans le métro. Ils mettent des petites caméras espions qui se vendent évidemment très bien sur Internet, c'est des pays ultra technologiques, pour filmer les femmes dans leur intimité.
Et ensuite, ces vidéos sont mises sur Internet, voilà, ça a même un nom là-bas, c'est des molkas. C'est dans les saunas, voilà, pour filmer des femmes à leur insu, et voilà, pour alimenter une pornographie sur Internet. Il y a aussi beaucoup des sextapes, pardon, volés. Voilà. Et les femmes n'en peuvent plus de ça, n'en peuvent plus de se retrouver sur Internet. Et voilà, donc comme quoi la question de la pornographie, c'est compliqué, puisque réprimer toute forme de pornographie légale ou toute forme d'image sexuelle, ça génère toujours des contres qui sont encore pires. Donc il y avait eu un grand mouvement féministe en Corée contre ces caméras cachées. Voilà, donc on en voit beaucoup. Ce phénomène-là n'existe pas ou très peu en Occident parce qu'il n'y a pas besoin de ça, quoi. Ici, il y a eu mai 68, il y a eu la libération sexuelle, on va dire. Bon, avec tout ce que ça a de mauvais, hein, aussi de commercialisation et tout ça. Je n'en doute pas. Mais en tout cas, cette semaine, la lutte féministe est repartie en Corée du Sud. Pourquoi? Parce que le mois dernier, le gouvernement coréen a présenté un projet de loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG et l'avortement. Un texte que les féministes jugent pourtant encore trop timoré, d'où leur actuelle mobilisation. Rappelons d'ailleurs la victoire sur ce front de l'avortement, sur ce front global, c'est un front pour l'espèce entière, la question de la procréation. Une victoire qu'on a eue donc en Pologne, j'en avais parlé, et des avancées qui s'opèrent aussi en Argentine. D'ailleurs, tout ça m'a amené à m'interroger sur la question du féminisme en Chine, puisqu'on est quand même en Asie, on a parlé de Hong Kong. Qu'est-ce qu'il en est en Chine? Je me suis dit peut-être que le féminisme peut-être peut constituer une faille politique pour le système chinois, parce qu'en Chine comme ailleurs, ben, il y a beaucoup de femmes. Hein. C'est pour ça que je m'intéresse au féminisme, c'est que des femmes, il y en a beaucoup sur Terre, c'est un nombre, c'est une part importante de l'humanité, et que d'un point de vue universaliste, ben, il nous semble évident que toutes les femmes du monde sont sensibles à la question féministe. Alors même si évidemment toutes les femmes ne sont pas féministes et que certaines femmes sont les actrices physiques du patriarcat, par exemple en Afrique, hein, l'excision est pratiquée essentiellement par les femmes, donc voilà, c'est pas non plus une évidence. Ceci dit, voilà, j'ai l'optimisme de croire que toutes les femmes sont sensibles aux questions féministes. Donc qu'en est-il en Chine où, comme ailleurs, il y a beaucoup de femmes? Alors il faut savoir qu'en Chine, du coup j'ai fait un peu d'histoire du régime chinois pour savoir ce qu'il en était. En Chine, la révolution culturelle qui a eu lieu donc dans les années 60-70 par Mao, un truc super violent, qui a consisté à une espèce de purge de la société, de transformation brutale et radicale de la société chinoise. Donc la révolution culturelle qui a été soutenue, hélas, en Occident par les soi-disant révolutionnaires occidentaux, qui étaient maoïstes à l'époque, qui sont aujourd'hui ont bien mal tourné, eh bien, elle a promu une vision égalitariste de la société, et notamment l'égalité entre l'homme et la femme. C'était soutenu par l'État. Et je pense que ceci, il ne faut pas sous-estimer à quel point l'histoire un petit peu marxiste de la Chine, c'est-à-dire bah, quand même, ça emploie les termes de révolution, de communisme, à quel point ça peut se retourner contre l'actuelle Chine très capitaliste et très autoritaire. Puisque, évidemment, même s'il y avait une égalité dans la loi entre les hommes et les femmes en Chine, évidemment, aujourd'hui, c'est toujours pas le cas. Puisque la période post-socialiste, après l'ère maoïste, on va dire la sortie du capitalisme d'État, l'entrée de la Chine dans le système l'entrée de la Chine dans le capitalisme mondial, pardon, a développé certains aspects affreux de notre capitalisme, comme la notion de compétition. Et donc, il y a eu une mise en compétition des êtres en Chine, aussi avec la politique de l'enfant unique, où, comme vous le savez, bah, beaucoup de bébés-filles étaient avortées. Dès qu'on savait que c'était une fille, elles étaient avortées, voire parfois tuées à la naissance. Et donc, voilà, le sort, ça indique que le sort des femmes était quand même pas bon. Il y a même un concept pour désigner les femmes qui ne sont pas mariées à partir de 30 ans, c'est celles qui restent, et c'est un petit peu les femmes qui sont condamnées là-bas, c'est la pire condition pour une femme, c'est de n'être pas mariée. Ça veut dire qu'elles seront complètement abandonnées, ça va devenir voilà, des moins que rien, un petit peu comme les intouchables en Inde, puisque l'idée même de mère célibataire en Chine a très peu de place. Et puis là-bas aussi, une femme qui n'a pas d'enfant, bah, c'est pas vraiment une femme. Voilà. Pour autant, il faut savoir qu'il y avait donc cette dimension capitaliste et aussi le système chinois dans sa mutation à la sortie du communisme et dans dans le capitalisme mondial, s'est appuyé sur la tradition. C'est pour ça que je suis très agacé quand en France,
on évoque la philosophie, la spiritualité chinoise comme un truc super chouette, le yin et le yang, et même l'acupuncture comme des trucs, ah, c'est trop bien. Sauf qu'en Chine, bah, c'est pas si bien que ça, notamment pour les femmes, puisque la place des femmes dans le système traditionnel chinois n'est pas du tout quelque chose de sympathique. Il y a un concept chinois, donc si vous faites de la médecine traditionnelle chinoise, si vous adorez la spiritualité chinoise, la pensée chinoise, etc., vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le Qiao, c'est la dévotion familiale, qui sous-entend l'obéissance des femmes, leur dévotion à leur instinct maternel. Voilà, les femmes sont nécessaires au bon fonctionnement d'un foyer, puisque la philosophie chinoise et la médecine chinoise, c'est une pensée de l'équilibre. Voilà, tout doit être à sa place, tout doit s'équilibrer. Donc la femme, il faut qu'elle ait une certaine place. Et sa place, c'est d'être au service du foyer. Et le foyer est au service de la nation. Et c'est comme ça que s'est construit un empire immense, l'empire chinois. Sauf que, même si en France ça a beaucoup de succès, dans la Drôme par exemple, tout ce qui est chinois, la médecine chinoise, même dans mon quartier, dans la rue Saint-Nicolas, il y a plein de soigneurs de médecine chinoise qui débarquent de partout, qui ont fait deux, trois stages sur Internet ou en Chine et qui du coup se sentent habilités à parler de la Chine et de la médecine chinoise comme si... Bref. Pour autant, là-bas en Chine, beaucoup de femmes ne supportent plus ces valeurs traditionnelles et elles ne parlent pas ces valeurs traditionnelles confucianistes aux femmes de la nouvelle génération. Pourquoi? Parce qu'on a une contradiction, c'est-à-dire que les femmes actuelles qui ont nos âges en Chine, elles ont grandi dans la politique de l'enfant unique. Donc c'était des filles uniques qui ont bénéficié de beaucoup d'attention, beaucoup d'attentes, de soins, etc. Et elles n'ont donc pas été écrasées dans l'enfance. Elles ont, voilà, ça produit une contradiction affective, contradiction sociologique. Elles ont une socialisation plutôt de fait relativement bienveillante, ou en tout cas on leur a accordé de l'attention, ce qui fait qu'après, quand elles ont 30 ans et qu'on leur demande de devenir des esclaves au sein de leur foyer, esclaves de leur mari et esclaves de leur nation, bah, c'est compliqué. Du coup, il y a des petits groupes féministes qui apparaissent en Chine et qui essaient de déjouer la censure sur Internet et s'engagent notamment auprès des luttes ouvrières qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de grèves dans les milieux ouvriers chinois. Il y a même des petits, voilà, des groupes sur les réseaux sociaux qui ont quelques centaines de milliers de followers sur le Weibo. Le Weibo, c'est le Facebook local, et sur WeChat aussi. Voilà. Alors, évidemment, ça paraît peu, 200 000 femmes qui suivent des groupes féministes en Chine, surtout dans un pays aussi peuplé, ça paraît vraiment très peu. Mais il